Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette session particulièrement d'actualité puisque notre sujet c'est sport et JO face aux enjeux de réconciliation. Je m'appelle Denis Caro, je suis directeur des rédactions du groupe Nice Matin et je m'efforcerai de jouer le rôle d'arbitre dans ce match forcément très amical entre nos quatre intervenants. Je vais passer sans attendre la parole à Patrice Geoffron, professeur de sciences économiques à Paris-Dauphine, membre du Cercle des économistes, qui va poser les enjeux de ce débat. Entre nous, Patrice est aussi professeur de judo. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, très heureux d'être là pour cette pré-session d'ouverture des JO. C'est un peu ce qu'on va s'efforcer de faire et pour essayer de recadrer. Alors, dans le contexte, donc il y a un petit sifflement de nos rencontres économiques, les enjeux autour du sport et autour des JO. Comme Denis l'a dit, j'ai une vie cachée de sportif et peut-être que dans ma vie, j'aurais passé plus de temps à faire du sport que de l'économie. Alors si certains de mes collègues sont là dans la salle, ça ne va pas faire très sérieux, donc gardons ça pour nous, mais particulièrement heureux de pouvoir vous dire quelques mots en introduction sur cette perspective à la fois du sport, des JO et dans le thème général de nos rencontres qui est celui de la grande réconciliation. Avec une première observation, et je vais prendre ma casquette d'économiste, le sport, c'est une grosse affaire économiquement. Pour la France, les investissements chaque année sont de l'ordre de 2%. Hors période de JO, évidemment, dans le cadre actuel, il va y avoir des investissements exceptionnels et avec des effets induits très considérables, évidemment, en termes de santé publique, en termes de productivité des entreprises. Et si nous étions encore une société plus sportive que nous le sommes, eh bien, nous nous porterions encore mieux, y compris en termes économique. Voilà, pour poser ce qui est une évidence, me semble-t-il, sur ce point. Si on se déplace vers la question de la réconciliation, il est évident que le sport, c'est avant toute chose l'acceptation d'un certain nombre de règles en commun pour réguler l'adversité. Alors on a tout de suite évidemment des scènes de récrimination au football ou de bataille dans les tribunes qui sont un peu les contre-exemples, mais la réalité du sport, et notamment du sport au quotidien, et du sport à l'école, et du sport pour les mineurs, du sport pour les adolescents, et puis de tout ce qu'on peut être conduit ou conduit à pratiquer, est très différente de ça. Donc il me semble qu'il y a un lien évident entre sport et sinon réconciliation, en tout cas le fait de vivre dans une société apaisée, du fait, entre guillemets, des mécanismes de régulation que contient le sport. Mais venons-en maintenant aux JO, et donc est-ce que les JO produisent bien tous ces effets? Alors on sera édifié dans quelques semaines et il y a beaucoup d'expertise sur ce plateau pour nous dire dans quels termes ce qu'on peut espérer des JO de Paris. Mais l'histoire des JO est une histoire qui est plus compliquée que cette réconciliation et finalement depuis les origines. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas remonter jusqu'aux JO dans l'Antique, mais si on ne remonte qu'au début du siècle et en se rappelant que finalement le baron de Coubertin souhaite installer la paix par les JO. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le XXe siècle n'a pas été un siècle dominé par la paix. Et puis assez rapidement, dès la Première Guerre mondiale, eh bien, les JO sont dominés par les tensions qui sont liées au conflit. Les JO de l'année 1920 se font à Anvers parce que Anvers a été une ville très largement détruite par le conflit. L'Allemagne, naturellement, n'en est pas partie prenante. L'Allemagne revient avec beaucoup de guillemets, naturellement, en majesté en 1936. Qui finalement propulse l'image et avec les photographies de Leni Riefenstahl, l'image du régime nazi. Après la Deuxième Guerre mondiale, alors entre les deux guerres, il y a aussi une expérience assez intéressante qui est celle des Spartakiades. Les Spartakiades, c'est les JO du camp d'en face dans ce qui allait devenir ensuite la guerre froide, qui est une expérience assez éphémère. Et tout le monde se retrouve après la Deuxième Guerre mondiale, dans des contextes qui, à chaque fois, font apparaître, disons, les tensions du monde. Pour une raison qui est évidente, il y a plus de nations inscrites au CIO qu'à l'ONU. Donc le fait que les JO soient une scène, c'est une évidence. Et donc les années s'enchaînent de cette manière, avec des moments qui sont des moments positifs. À Tokyo, le fait que, finalement, le Japon revient en quelque sorte dans le concert des nations, c'est un moment important. Et puis il y a un certain nombre de causes qui vont avancer au travers des JO de manière assez spectaculaire. Il y a quelques cheveux blancs dans la salle, et c'est mon cas également. On se souvient en 1968 du gant tendu vers le ciel de coureurs noirs.
et notamment Tommy Smith, et de l'impact que ça a eu aux États-Unis sur la cause noire, où ça a été moins médiatisé, si on peut dire, en 1976 à Montréal, le fait que 400 athlètes d'Afrique subsaharienne quittent les JO en protestation à l'encontre du régime d'Afrique du Sud et donc de l'apartheid. Et donc l'observation qu'on peut faire, c'est qu'encore une fois, les JO est la plus grande scène du monde, et dans une bataille qui est une bataille de l'attention, et bien évidemment cette scène est une scène sur laquelle on s'efforce d'attirer l'attention, et les JO de 2024 ne vont pas échapper à cette règle. Les JO de Paris ne vont pas être en dehors de la marche du monde, on sait ce qu'il en est dans le prolongement du conflit en Ukraine. On va essayer par ailleurs naturellement de se présenter sous notre meilleur jour, et il y a un enjeu au regard finalement de la manière dont notre société n'est pas particulièrement réconciliée ces temps-ci. Tout dernier point en guise de conclusion, ce qui me paraît également important, c'est de souligner à quel point, au travers de l'attention qui est portée aux JO et du fait, je me répète, qu'il s'agit de la première scène du monde, de voir apparaître toute une série de tensions dans nos sociétés qui sont débattues dans le périmètre des JO. La vision initiale, par exemple, du baron Pierre de Coubertin était que les femmes devaient, pour l'essentiel, remettre les bouquets. Nous en sommes loin. Désormais, je vois au premier rang des regards d'étonnement. Évidemment, la place des femmes dans les JO a beaucoup évolué. De même, et Susanna nous en parlera et témoignera de son expérience, pour les JO paralympiques. Et puis, on voit monter également d'autres tensions qui sont liées, par exemple, à l'empreinte environnementale et à un certain nombre d'endroits à l'intérieur desquels, à l'avenir, pourraient se dérouler des JO, notamment des JO d'hiver, et ce qui conduit évidemment à mettre en tension, cette fois, les problématiques environnementales. Voilà les quelques idées que je souhaitais partager avec vous en introduction. Encore une fois, sans me prévaloir, j'ai toujours été très très loin dans mon parcours de sportif du village olympique, mais ce qui n'a pas été le cas de Susanna, donc très heureux de pouvoir écouter mes camarades à cette tribune à partir de maintenant. Merci beaucoup. Merci Patrice. On va commencer par vous, Samuel Ducroquet. Vous êtes ambassadeur pour le sport depuis janvier 2023. Patrice Geoffran a parfaitement posé le cadre et les enjeux. La France s'apprête à accueillir un événement planétaire, les Jeux olympiques et paralympiques, à une période où les tensions mondiales ont rarement été aussi importantes. Comment la diplomatie sportive s'exerce-t-elle? Comment va-t-elle s'exercer et jusqu'où? Merci beaucoup, ravi d'être là pour évoquer ces enjeux. Merci pour le récapitulatif historique. Alors moi, je vais aller moins loin. Je vais m'en tenir pour l'instant au premier message qui est le suivant. Le sport, les Jeux olympiques et paralympiques, pour ce qui est d'un diplomate, on leur doit beaucoup. On leur doit beaucoup parce qu'ils ont réussi à réconcilier sport et diplomatie. Ce qui n'est quand même pas forcément une évidence quand on pense aux diplomates, quand on pense aux négociations internationales. On se dit que le sport n'a pas nécessairement sa place. Or, au lendemain de Londres, on réalise, après avoir malencontreusement perdu face à nos amis britanniques, on réalise l'impact que ça peut avoir sur le plan économique, on réalise l'impact que ça a sur le plan politique, et on réalise l'impact aussi que ça peut avoir sur le plan socio-culturel. Le sport est un phénomène global qu'on ne peut pas ne pas appréhender avec les moyens suffisants, et l'étape d'après, c'était d'associer davantage le chef de file de l'action extérieure de l'État, qui est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, un peu comme un ovni, on arrive sur ce terrain. Donc, cette première réconciliation, elle est extrêmement importante parce qu'on a un nouvel acteur dans le jeu, en espérant qu'il puisse apporter une valeur ajoutée. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un véritable phénomène d'appropriation de l'intérêt du sport sur l'ensemble de notre réseau diplomatique, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas être ambassadrice, ambassadeur en poste sans prendre en considération ce que représente le sport dans le pays d'accueil. On ne peut pas être ambassadeur au Brésil sans comprendre ce qu'est le football, ou le volleyball d'ailleurs, puisque c'est un sport majeur. On ne peut pas négliger cette dimension-là, et aujourd'hui, je pense que c'est un acquis. Deuxième message, la réconciliation
par le sport passe aussi désormais par notre politique de développement, et notre politique de développement a intégré ces enjeux sportifs. Elle passe par des moyens que l'on pourrait discuter pendant des heures, mais l'accompagnement à la construction d'infrastructures sportives pour que les populations les plus jeunes d'un certain nombre de pays puissent pouvoir tout simplement pratiquer, le développement d'académies sportives qui permettent à la fois d'associer enjeux éducation, insertion, jeunes garçons, jeunes filles, personnes en situation de handicap aussi. On a plusieurs projets qu'on soutient comme ça, comme les académies judo au Sénégal, l'académie de rugby de Serge Wetsen au Cameroun, l'académie du football au Maroc. Donc c'est ces enjeux vraiment de sport et de développement qui nous permettent évidemment, puisque la contribution du sport à la réalisation des objectifs du développement durable a été reconnue en 2015 par les Nations Unies, et bien de travailler aussi à cette réconciliation. Et puis par ailleurs, ça permet aussi, pour ce qui est de la France, de s'intéresser à de nouvelles populations, s'intéresser à de nouveaux acteurs. Plus seulement nos interlocuteurs qu'on avait l'habitude de fréquenter dans la diplomatie à l'ancienne, mais aujourd'hui de toucher de nouvelles catégories de population. Et puis le troisième élément, c'est évidemment les grands événements sportifs internationaux qui sont des opportunités uniques de rapprochement. Enfin, je ne sais pas si vous étiez dans les rues de la vieille ville hier à Aix, si vous avez regardé les terrasses bondées pour ce match France-Espagne. Pardon, Portugal, je me projette déjà sur la demi-finale. Donc je ne sais pas si vous serez sur la vieille ville pour France-Espagne, mais en tout état de cause, il y a quand même assez peu d'opportunités de rapprocher autant les peuples, et les Jeux de Paris 2024 seront l'occasion de réunir le monde. Enfin, plus de 200 délégations olympiques, plus de 180 délégations paralympiques, des centaines de chefs d'État et de gouvernement et ministres qui viendront à Paris le temps des Jeux. Et forcément, ça nous oblige déjà à être exemplaires et à livrer des Jeux remarquables. Et là, je suis sûr qu'Alexandre pourra en reparler. Mais ça nous oblige aussi à nous projeter dans l'avenir et à partager, à utiliser les Jeux comme une opportunité de coopération. Et c'est ce qu'on va essayer de faire notamment avec les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026 qui se dérouleront à Dakar notamment. Merci beaucoup Samuel Ducroquet. Susanna Rogers, on a très envie de vous entendre. En tant qu'athlète, vous avez obtenu 6 médailles aux Jeux Olympiques, dont l'or en 2016 à Rio aux 50 mètres papillon. On a très envie de vous entendre aussi en tant que femme engagée dans la défense des droits des personnes handicapées. Est-ce que vous pouvez nous dire de votre point de vue en quoi le sport est un formidable vecteur d'inclusion et comment faire pour inscrire cette inclusion et ces efforts dans la durée ? Oui, merci beaucoup. Et mes excuses, mon français n'est pas assez bon pour que je puisse m'exprimer dans cette langue. Merci de m'avoir invité aujourd'hui, tout d'abord. Donc, il y a de beaux orateurs et félicitations à la France. Vous avez gagné, mais félicitations d'accueillir les Jeux d'ici quelques semaines. Et désolé, vous n'avez pas gagné en 2012. Nous l'avons fait, désolé, mais je suis très contente que c'est vous qui accueillez les Jeux en 2024. Donc, bonne chance avec cela. Alors, j'ai plusieurs casquettes. Je peux parler de mon expérience en tant qu'athlète. Donc, il y a mes Jeux en 2012 à Londres. Pour tout athlète français qui va concourir à Paris, mais quel privilège de concourir devant une foule nationale. C'est ce que j'ai fait à Londres et je suis tellement fière que j'ai pu vivre ce moment devant les amis et la famille. J'étais à Rio. Les Jeux étaient très différents. On parlait de diplomatie et le Brésil ne devait pas accueillir les Jeux. Et personnellement, moi, j'aimerais voir plus de pays en développement accueillir les Jeux. Mais j'imagine que le coût est trop élevé
pour ces pays, mais peut-être qu'on peut travailler là-dessus. Lorsque j'ai pris ma retraite du sport, je faisais partie du board d'une organisation qui s'appelle Spirit of 2012, qui a été établie suite aux Jeux de Londres de 2012. Et cette idée, c'était de prendre l'esprit des Jeux au Royaume-Uni. Parce que c'est facile de centrer tout sur la ville capitale. Londres a eu beaucoup d'attention, mais il faut s'assurer que tout de suite un jeu atteigne toutes les populations d'un pays, pas seulement la ville capitale. Et Spirit a investi plus de 10 ans, plus de 47 millions de dollars, de livres dans des activités à travers le Royaume-Uni, comment augmenter la participation, comment booster le volontariat, les arts, la culture. L'organisation a fait beaucoup d'enquêtes pour essayer de comprendre les impacts de grands événements comme les Jeux olympiques et paralympiques, pour essayer de comprendre comment cela améliore le bien-être des personnes, comment cela connecte les communautés. Et c'est intéressant parce qu'on peut partager nos données avec vous. 3 ans après les Jeux, la population n'était pas très active. Les gens ne faisaient pas de sport. Donc, le défi que vous avez en France, tout le monde est passionné, n'est-ce pas, lorsque les Jeux ont lieu. Mais comment est-ce que vous faites en sorte que cela dure pour que l'importance d'activité physique dure au sein des différentes communautés? La bonne nouvelle, c'est que l'organisation a fait une enquête 10 ans après la fondation de Spirit, et l'enquête a trouvé que nationalement, 61% de personnes pensent que ces jeux ont eu un impact positif sur les communautés au Royaume-Uni. Donc, j'espère que ce sera la même chose en France. Ça va réunir des personnes, ça va créer des liens entre des communautés et booster le sport. D'un point de vue paralympique, voilà, il faut soutenir ces athlètes paralympiques, tout comme les athlètes olympiques. À Londres, on nous a bien accueillis. Les gens sont venus, ont regardé, étaient étonnés parce que les athlètes paralympiques sont des êtres humains incroyables. Et j'espère que les compétitions se passeront bien cet été. C'est un privilège de regarder ces athlètes pendant les compétitions. Ils sont les meilleurs, donc bon courage à tous ces athlètes. Moi, je pense que le sport a le pouvoir de changer le monde, mais d'une manière positive. Lorsque vous êtes athlète et vous êtes dans le village d'athlètes, vous êtes avec d'autres nations, vous rencontrez les athlètes d'autres pays, c'est le seul endroit où j'ai vécu une telle paix. On parle aux gens comme aux pères. Mais comment est-ce qu'on transplante cette bulle de paix ailleurs? Je ne pense pas qu'on y est arrivé pour l'instant, mais merci. Merci, Susanna. Vous êtes entrepreneur, vous êtes membre du conseil d'administration des JO de Paris et ambassadeur. On l'a évoqué, ces Jeux de Paris se veulent exemplaires à tous les niveaux, au niveau social, au niveau environnemental et pas uniquement pour la qualité de la scène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous comptez y parvenir? Merci. Déjà, je vais poser une question. Je sais que c'est après le repas. Est-ce qu'il a déjà acheté des billets pour les Jeux Olympiques? Vous pouvez juste lever la main? Ah ben c'est bravo. C'est cette première question. Et est-ce que vous avez vu que dans les billets, peut-être à la fin de votre achat, vous avez la possibilité de rajouter 2 €? Vous l'avez vu ou pas? Oui. En fait, pour la première fois, et je prends cet exemple-là parce que ça va vous montrer tout ce qui a été monté au niveau de Paris 2024 pour avoir des jeux différents. Vous avez la possibilité de rajouter 2 €. Ces 2 €, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Mais quand tout cet argent-là va être mis en commun, il va y avoir la possibilité d'inviter des gens qui aiment le sport, comme nous toutes et nous tous, et qui n'auront jamais malheureusement l'occasion d'aller dans ces stades. Ça a été monté avec le Secours populaire, et ça a été fait sur 13 millions de billets. 13 millions de billets. Les gens qui prennent des billets jouent le jeu?
Alors les gens, on aimerait toujours qu'ils jouent plus le jeu. La preuve, c'est que je vous ai posé il y a un certain nombre de personnes la question, vous n'avez pas toutes et tous fait. Mais ça, c'est un sujet de partage. Au départ, il y a 8 ans de ça, je suis un entrepreneur et j'ai la chance, il y a 8 ans de ça, de rencontrer une équipe exceptionnelle. Alors, en tant qu'entrepreneur, je me suis posé la question au départ. Quand j'ai rencontré l'équipe de Paris 2024, à l'époque, on était dans un combat. On l'avait perdu quelques années au préalable auprès de Londres, comme Suzanne nous l'a remis en avant, hein, parce qu'évidemment, il faut appuyer là où ça fait mal. Mais en fait, moi, je suis très content qu'on l'ait perdu en 2007, hein, parce que comme ça, on a pu, et je vois des gens qui sont là en 2005, je vois des gens qui sont dans la salle, qui sont là aussi depuis le départ de l'aventure. Et cette idée était très simple, mon nez au départ, c'est comment ces jeux vont être différents. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que 8 ans après le démarrage, on va pouvoir vous donner des chiffres. Tu parlais de la scène. Je passe du temps un peu à l'étranger, et c'est vrai que ces dernières semaines, je vous assure que la question numéro 1, hein, bien devant la question numéro 2, ça a été « est-ce qu'on va pouvoir se baigner dans la Seine ?» Alors la réponse est oui, hein, parce qu'il y a 2 jours de ça, il a été annoncé que ça y est, la Seine était finalement propre à date il y a 2 jours pour se baigner, donc on devrait y arriver. Mais c'est bien autre chose, ces Jeux de Paris 2024. Et je voulais vous donner quelques éléments, aussi bien pour répondre à ta question du côté économique, je laisse passer le mirage, économique que social. Économique, c'est essentiel. Essentiel parce qu'il y a 5 milliards de budget qui ont été alloués à des sociétés qui étaient essentiellement des sociétés françaises et également énormément de TPE, ce qui est quand même assez intéressant, mais il y a aussi 300 structures de l'ESS. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes ici que je connais qui sont dans cette économie sociale et solidaire. C'était obligatoire, ce n'était pas quelque chose qu'on s'est dit on va faire ça à la fin. Dès le départ de ces mises de budget, ça a été comment on arrive à avoir des entreprises qui peuvent être aussi différentes sur ces sujets-là. Je vous parlais d'économie, il y a une étude qui est parue il n'y a pas très longtemps de ça, qui démontrait que pour 1 euro alloué dans le budget, il y avait entre 3 et 10 euros qui allaient revenir pour la France. Alors, c'est un sujet important parce que, vous le savez, chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques, et Londres a été le cas, à Rio, je vous en parle pas, Sochi, on en parle encore moins, ça a été compliqué. Ces Jeux-là, et quand même, soyons fiers, vont être sur le budget, c'est-à-dire qu'on a réussi à tenir le budget et le temps. Alors, je comprends qu'on nous parle de savoir si sur la scène on peut se baigner ou pas, mais soyons aussi heureux, soyons fiers quand ça se passe bien, et ça se passe bien parce qu'encore une fois, l'équipe de Paris 2024 est une équipe exceptionnelle. On parle de jeux paritaires, on parlait de nombre de femmes qui étaient sur scène cet après-midi, on n'est pas très paritaire, hein. Les Jeux Olympiques de Paris sont paritaires, puisqu'il y a exactement même nombre d'athlètes féminins que masculins. Ça aussi, vous allez me dire, c'est normal, hein. Tu parlais tout à l'heure de choses où on ne savait pas, on ne se souvenait pas il y a quelques années de ça. Aucun jeu olympique n'a eu ça, ou paralympique n'a pu faire ça par le passé. Et pour continuer sur des éléments qui parlent à beaucoup de gens ici, quand on parle d'environnement, on a divisé les émissions carbone par 2 par rapport à ces merveilleux jeux qui étaient merveilleux à Londres, par 2 émissions carbone. Là aussi, c'est important, il n'y aura que de l'électricité qui sera l'électricité en fait, qui est renouvelable. 100% de l'électricité sera de l'énergie renouvelable. Et comme ça, j'en ai des dizaines. Hein. Là, c'est pour ça que j'ai pris une liste, parce que j'en ai tellement, je ne sais même pas lequel je dois utiliser qui vous paraîtra le plus pertinent. Mais c'est ça, les Jeux Olympiques de Paris, quand on parle d'héritage, ce que nous essayons de faire, c'est toujours la même chose. C'est tout ce qui sera fait pour Paris, espérons-le, sera porté après. En 2026, c'est à Milan. En 2028, c'est à Los Angeles. L'objectif, c'est de tout partager. C'est ça dont on parle d'héritage. On ne parle pas d'héritage juste d'un stade, parce que vous le savez, il y a très peu de stades qui ont été construits, parce que 95% des installations existaient, et c'est ce qui va aussi faire la beauté de ces jeux, parce que cette beauté de ces jeux, je sais, j'ai bientôt terminé, c'est que ça va être fait dans des endroits qui vous font rêver toutes et tous. Pour terminer, et je termine sur quelque chose qui a été fait avec l'éducation nationale, quelque chose qui n'aurait pas pu être fait sans les Jeux Olympiques, vous êtes certainement toutes et tous au courant, c'est ces 30 minutes d'activité physique qui sont aujourd'hui dans toutes les écoles, ou quasiment toutes les écoles primaires en France. Et ça aussi, ça n'aurait jamais pu être fait si les Jeux Olympiques n'avaient pas été gagnés en France, parce que ça a été
le regard et certainement de penser différemment ce qui était le mieux. Et on sait très bien que le sport est essentiel à tout âge et en particulier en école primaire. Merci Alexandre Mars. Arnaud Sourisseau, vous êtes associé fondateur d'OMS, c'est le leader français du Conseil indépendant de haut niveau. Le sport comme vecteur de réconciliation, non seulement vous y croyez, mais vous le prouvez au quotidien. Vous pouvez nous expliquer comment vous faites ? Bonjour à tous. Oui, pour moi, le sport est un formidable vecteur de réconciliation. Il l'est déjà, et il faudrait qu'il le soit encore plus. Et pour cela, il faudrait qu'on relie davantage sport et scolarité. Voilà, mon métier d'entrepreneur dans le conseil avec OMS m'a permis de dégager un petit peu de temps et un peu de moyens aussi pour monter une association récemment, Mens Sana in Corpore Sano, qui promeut le double projet scolaire et sportif pour nos jeunes. Je vais d'abord commencer par un constat, un diagnostic. On a en France une relation très paradoxale avec le sport. D'un côté, nous valorisons et nous finançons énormément le sport, ce qui fait que nous sommes extrêmement performants dans le haut niveau. Voilà, on a, en 2023, dans le cadre d'une étude américaine très sérieuse, eu la 2e place comme nation sportive de haut niveau dans le monde. Voilà, donc on a eu beaucoup de temps, beaucoup de moyens au sport de haut niveau, et ça, on était devant la Chine, on était devant le Royaume-Uni, on était devant l'Allemagne. Et de l'autre côté, même les plus grands sportifs, Florent Manodou récemment, vous vous souvenez, champion olympique du 50 mètres, a dit que la France n'était pas une nation sportive. Voilà. Alors ça choque quand même quand on entend ça. On vient de gagner la Ligue des Nations de volleyball, on est en demi-finale du championnat d'Europe de foot, on est X fois champion du monde de handball, de basket. Bon, voilà. Et donc Florent Manodou qui dit ça. Pourquoi il dit ça? C'est que au-delà du haut niveau, on valorise malheureusement très, très peu le sport en France. L'EPS, l'éducation physique et sportive dans nos écoles, arrive en 6e position. Enfin, moi, si on m'avait dit ça, c'était la seule matière où j'étais premier. Voilà. Et donc c'est dommage d'opposer sport et scolarité parce que les deux doivent se nourrir mutuellement, se féconder mutuellement. Et c'est ce qu'on fait avec notre association MSCS, c'est qu'on crée des classes sport qui promeuvent cette double ambition scolaire et sportive de manière très simple, en s'appuyant sur ce qui existe déjà, parce qu'on a la chance d'être dans un pays riche qui a tout ce qu'il faut pour ça. Et on a lancé un premier POC, un premier Proof of Concept en septembre dernier, puisque l'association est récente, dans un collège public d'une ville moyenne. Et les résultats, au bout d'un an, sont extraordinaires. Non seulement les résultats académiques des classes sont les meilleurs de tout le niveau, les résultats sportifs de ces classes sont les meilleurs, évidemment aussi, et ça a réglé énormément de problèmes, de cas difficiles dans ces classes qui, un an plus tard, ne sont plus difficiles. Voilà, donc c'est extraordinaire comme résultat. Et donc, pour moi, il faut absolument relier le monde sportif et le monde académique. Et ça, pour ça, si on fait ça, on va avoir un triple impact. Le premier impact, c'est un impact éducatif et social. Le sport, on le sait, permet l'acquisition de valeurs absolument fondamentales, comme le goût de l'effort, la persévérance, le dépassement de soi, le sens de l'organisation, qui servent bien sûr dans le sport, mais qui servent dans absolument toutes les disciplines, et en particulier derrière le monde professionnel. Voilà. Le sport est un lieu de formation absolument exceptionnel, et il devrait ouvrir en France les portes du monde académique. On sait que c'est le cas aux États-Unis, on sait que c'est le cas en Angleterre, ça n'est pas encore suffisamment le cas en France. Il faut quand même se féliciter, ça l'est de plus en plus. Il y a des élèves qui maintenant intègrent HEC, l'École centrale Paris, Paris-Dauphine, grâce au sport. Ce sont les premières promotions cette année. Et donc il faut s'en féliciter, mais il faut accentuer ça de manière extrêmement forte. Voilà. Sinon, on va avoir la fuite de nos sportifs à l'étranger, et c'est quand même extrêmement dommage. Le deuxième impact, c'est un impact de santé publique. On en parle de plus en plus, mais il y a un chiffre qui est quand même extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, 1 Français sur 2, on n'est pas représentatif ici, mais est en situation de surpoids, voire d'obésité. Et ça, c'est évidemment lié au fait qu'on est de plus en plus devant nos écrans. Et voilà. Mais donc, en faisant du sport, on règle directement un problème de santé publique et donc un problème dans nos hôpitaux. Il y a un deuxième chiffre qui est marquant, c'est que 75% du temps éveillé de nos jeunes
à cause des écrans là aussi, mais du temps scolaire également, est passé dans une situation assise ou couchée. Ça crée des problèmes de santé publique. Enfin, le troisième et dernier impact, c'est un impact de rayonnement. On sait combien le sport fait rayonner un pays. Voilà, avec les JO, les Jeux olympiques et paralympiques, on va faire rayonner dans notre pays dans le monde. Il va y avoir des impacts extrêmement positifs grâce à l'héritage des JO derrière. Et donc, il faut promouvoir ça. Voilà. Et j'espère qu'on va aller chercher un grand nombre de médailles. Voilà. Et puis, un dernier impact qui était l'impact social, c'est l'impact d'intégration. On voit bien que dans les équipes sportives, on mêle des petits, des grands, des fins, des gros. On mêle des gens de tous les niveaux sociaux. Voilà. Et donc, on va, là aussi, petit à petit, si on relie sport et scolarité, régler en particulier notre problème d'intégration. Donc, en conclusion, valorisons davantage la pratique sportive dans notre pays, dès le plus jeune âge. Réconcilions sport et scolarité. Faisons du sport en parallèle d'une scolarité ambitieuse et nous réglerons naturellement et rapidement, j'en suis convaincu, un certain nombre des maux de notre pays. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais qu'on revienne quelques instants sur la place des femmes dans le sport et dans les Jeux Olympiques. On l'a entendu, ces Jeux Olympiques et Paralympiques seront paritaires. Susanna Rogers, comment faire en sorte d'aller plus loin et comment faire en sorte que le sport soit d'autant plus et encore un facteur, un vecteur d'émancipation de la femme à travers le monde? Le défi qui se présente à nous, c'est souvent un niveau assez élevé de personnes qui abandonnent, de jeunes femmes qui abandonnent le sport. Je crois que ça se passe au Royaume-Uni, mais je pense que ça arrive également en France, probablement. Et à cause de distractions et autres raisons, de jeunes femmes, elles ne sont peut-être pas à l'aise avec elles-mêmes, surtout dans des sports comme la natation. Il y en a beaucoup qui abandonnent à l'âge adolescent. Et le défi que cela présente, c'est comment vous rendez le sport attirant. C'est le rôle des athlètes, je l'ai dit plus tôt. Les athlètes peuvent être des modèles. Il y a certainement un impact positif de voir les athlètes s'affronter dans les Jeux olympiques et paralympiques. C'est important d'utiliser vos athlètes comme des modèles pour le pays, pour encourager les personnes à rester actives, mais ça ne suffit pas. Il faut également avoir des occasions où les personnes se sentent bienvenues. Et souvent, je ne veux pas être négative contre les hommes, à l'égard des hommes, mais le sport est parfois malheureusement souvent dominé par les hommes. Je m'excuse auprès des hommes qui sont avec moi sur cette estrade, mais ça peut être un espace qui est dominé par l'homme. Donc c'est parfois difficile à la femme de s'y trouver, de s'y sentir en sécurité. Et en termes de sport pour les personnes handicapées, c'est un autre sujet, car si je réfléchis par exemple aux salles de gymnastique, aux piscines, etc., vous voulez vous sentir accueilli également quand vous allez vous entraîner, vous allez dans cet environnement. Moi, j'ai eu la chance de m'être toujours entraînée avec des clubs qui étaient extrêmement inclusifs et qui m'ont encouragé à participer. Mais sans ces personnes-là, je n'aurais pas gagné l'or. Donc, c'est les gens autour de vous et leur attitude qui vont faire changer les choses et puis faire de nous des modèles. Samuel Ducroquet, on voit qu'on est loin de la vision qu'évoquait Patrice de la vision de la femme de Pierre de Coubertin. Oui, non, mais je suis ravi de cette question parce qu'elle va me permettre de mettre en exergue un exemple très concret de ce qu'on a fait en matière de diplomatie sportive au profit de l'émancipation, notamment des femmes, grâce à nos projets à l'international. Ce projet, en fait, il s'appuie sur une coopération qui a été montée par l'ambassade de France en Irak, donc à Bagdad, et qui s'est intégrée en fait dans l'écosystème du sport et a rassemblé la Fédération française de football, la Fédération irakienne de football, pour monter un programme sur 2 ans d'accompagnement à la professionnalisation des jeunes joueuses de football en Irak. Un programme vraiment exceptionnel parce que non seulement il parvient à donner un nouvel air, un nouveau souffle à une jeunesse quand même qui a connu
pour une grande partie que la guerre. Et puis par ailleurs, à créer une perspective de développement, pas seulement sur le sport professionnel, mais aussi sur le plan économique, avec la formation des joueuses, la formation des entraîneuses, la formation des manageuses d'équipements sportifs. Donc ces éducateurs de la Fédération française de football se sont rendus en Irak pendant plusieurs semaines pour faire cette formation, et ces jeunes femmes sont venues en France, à Clairefontaine, pour bénéficier là aussi de cette formation. Et c'est un exemple très concret de ce que nous pouvons, en tant que diplomate, en tant qu'ambassade, apporter dans le développement durable, dans l'émancipation des jeunes femmes, puis l'égalité femmes-hommes en général à travers le monde. D'ailleurs, c'est un projet qui a donné lieu à des petits, si je puis dire, puisqu'on a fait la même chose avec le Ghana à leur demande, et puis prochainement avec l'Égypte. Donc c'est un enjeu essentiel du développement durable qui est pleinement pris en considération et qui permet de donner lieu aussi à des réalisations concrètes dont on est absolument fiers. Merci beaucoup. Arnaud Souriceau, je voulais revenir sur le volet éducation. Alors, Emmanuel Macron a fait du sport une grande cause nationale cette année. Il y a les 30 minutes de sport qui étaient évoquées. Le sport a toujours été considéré comme un instrument, notamment vis-à-vis des jeunes dans les banlieues. Il y a un an, les banlieues s'enflammaient. Est-ce que cette dimension-là, vous y croyez, et est-ce que vous avez des exemples? Oui, j'y crois dur comme fer. Je vais vous donner simplement une petite anecdote. Moi, j'ai un regret dans ma vie jusqu'à présent, c'est de ne pas avoir poussé plus dans un sport, justement. Et que mes parents m'aient pas poussé plus, alors que je pense que j'en aurais eu l'envie. Et je m'étais dit, un jour, si j'ai des enfants, je vais essayer de les pousser plus, s'ils en ont, bien sûr, l'envie et le talent. Et j'ai des enfants, j'en ai 4, et je me suis retrouvé, et les 2 aînés en particulier sont très sportifs, et je me suis retrouvé à ne pas les pousser. Et je me suis dit, mais pourquoi voilà. Et en fait, la réponse est arrivée très vite. C'est qu'en sport, en France, on oppose naturellement scolarité et sport. Alors que les deux doivent se nourrir mutuellement et se féconder mutuellement. C'est une évidence. Voilà. Et on a des choses qui existent. On a les sections sportives scolaires, on a les sports-études. Le problème de ça, c'est que c'est souvent beaucoup plus sport qu'études. Or, je pense que la solution, et ça fait le lien avec votre question, elle est dans le fait de relier les deux et d'utiliser le sport pour justement permettre la performance scolaire et l'ambition scolaire. Voilà. Et je pense que c'est une partie de la solution pour nos banlieues en particulier. Voilà, c'est permettre, grâce au sport, à ces jeunes de s'intégrer davantage dans la société en valorisant aussi la scolarité et l'ambition scolaire. Merci Alexandre Mars. Si je peux ajouter une discussion que j'ai eue il y a quelques temps de ça avec Kevin Mayer. Donc Kevin Mayer, vous le connaissez évidemment toutes et tous, un des plus grands athlètes existants, puisque c'est le champion du triathlon. Espérons qu'il soit champion olympique dans quelques temps. Et il disait la chose suivante, il disait, dans notre société française, l'EPS, donc l'EPS, pas l'EPS, l'EPS est bien la matière la moins intéressante pour les parents. Ben, peut-être que c'est le cas, ou c'est pas le cas de certains d'entre vous, mais votre enfant rentre avec une mauvaise note au EPS, c'est peut-être moins important qu'une mauvaise note en maths. Et je pense que si nous voulons changer le regard de sport dans la société, ça commencera par nous. Ça commencera à considérer que, je pense que certaines personnes d'entre vous, vous avez eu des moments où vous avez dû rencontrer les professeurs de vos enfants. Je pense que c'est le cas de tout le monde ici. Je vais vous poser la question, mais je suis persuadé que vous avez d'abord regardé la liste, et hier vous allez voir, il n'y a souvent pas beaucoup de place pour rencontrer le prof de maths, de français, peut-être de langue. Il y a toujours de la place pour rencontrer le prof de sport. Et bien c'est aussi ça qu'il faut qu'on change. C'est prendre ce temps-là, prendre la 20 minutes, les 10 minutes avec ce prof-là qui a le même talent et qui passe son temps aussi pour éduquer nos enfants. Et donc je pense que c'est culturel. Et culturel, tu le dis très bien ce que tu fais, c'est que dans les lycées, en effet, quand on pousse à aller dans les grandes écoles, il faut que vous soyez le premier en maths. Aux États-Unis, et pour tout le monde le sait ici, mais c'est important de le repréciser, vous avez aujourd'hui des bourses qui sont des bourses uniquement si vous êtes talentueux en sport. Et je peux vous assurer, pour avoir embauché des gens qui sont très talentueux en sport, ils ont pris juste une partie de leur temps, se concentrer sur leur passion, ce sur quoi tu n'as pas forcément poussé tes gamins.
parce qu'on a dû les pousser sur d'autres choses. C'est impossible de tout faire bien, c'est impossible. Enfin, vous en connaissez peut-être, vous, des gens qui savent tout bien faire, moi ça n'existe pas. Et c'est ça qui fait la bonheur et la force de notre nation, c'est de pouvoir justement avoir des différences. Et on doit mettre plus en avant ces sportifs, et il faut absolument que les grandes écoles puissent avoir des programmes spécifiques pour ces personnes qui auront concentré 10 ans de leur vie à être les champions dans leur domaine. Moi, je pense que ça, c'était essentiel, c'est culturel, ça doit venir de nous. Merci. Patrice Geoffron. Alors, Alexandre vient de me passer la balle, je la saisis au bon pour un témoignage qui va totalement dans le sens de ce que tu viens d'indiquer. À Dauphine, donc c'est l'université à laquelle j'appartiens, on a essayé de se saisir de cette question de différentes manières. Dans un premier temps, avec des programmes spécifiques pour les sportifs de haut niveau en fin de carrière, qui marchaient plus ou moins bien pour différentes raisons. Et il y a une dizaine d'années maintenant, on a monté un programme qui s'appelle le programme Talent, et dans lequel on met de jeunes sportifs de haut niveau, c'est très exigeant, mais également des artistes. Et ils ont tous en commun d'avoir la nécessité de dédier, allez, au bas mot, 6 heures par jour à faire autre chose qu'à être assis et à nous écouter. Et ça marche très bien. Alors il y a une condition, évidemment, le programme qui est fait par les autres en 3 ans, là, est fait en 4 ans, et puis il y a des aménagements. Et par rapport à ce que Susanna évoquait sur le fait qu'il y ait des rôles modèles et que ça puisse infuser ensuite dans notre université au-delà, c'est un programme qui fonctionne extrêmement bien et qui donne vraiment des choses absolument bouleversantes. On organise chaque année une sorte de gala dans lequel on leur demande de nous expliquer ce qu'ils ont fait, de faire des démonstrations. Et vraiment, il y a une fierté qui va très, très au-delà. Enfin, en tant qu'enseignant, évidemment, on en est très fiers, mais très au-delà, qui infuse dans la communauté. Alors, le point sur lequel je te rejoins par ailleurs totalement, c'est qu'à la fois, on est fiers de ça, mais on est très, très loin des universités américaines et de la manière dont, au contraire, les universités sont bâties autour de ça. Merci, Patrice. Samuel Ducroquet, on le sait, la France traverse une période extrêmement tendue. Tout le monde est suspendu au résultat de l'élection de demain soir. Il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce que les Jeux olympiques et paralympiques peuvent être un facteur d'apaisement? En gros, est-ce qu'ils peuvent contribuer d'une certaine manière à réconcilier les Français? On a vu lors de l'arrivée de la flamme olympique la ferveur à Marseille. Cette ferveur se vérifie à chaque fois que la flamme passe dans une région, dans une ville, dans un département. Est-ce qu'il peut y avoir un effet JO? Alors, il est vrai que le contexte actuel, c'est un contexte propre à toute démocratie. C'est la vie politique, la vie démocratique d'un pays, et je n'ai pas de commentaire particulier à faire là-dessus. En revanche, pour ce qui est de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques, on sent vraiment, depuis l'arrivée de la flamme, depuis la Grèce à Marseille le 8 mai dernier, et puis le début de son périple en France, vraiment la ferveur que représente cet événement dans les territoires. Et on ne parle pas juste de Paris, là, on parle de l'ensemble des territoires, l'ensemble des villes, des départements qui sont traversés. Donc on a déjà ces faits, ces 4 millions de personnes qui se sont massées le long des routes pour acclamer le porteur ou la porteuse de la torche. Je pense que c'est un symbole fort. Et puis à l'étranger aussi, puisque c'est mon prisme, on a cette projection aussi. Cette projection d'une France diverse, d'une France qui dispose de ressources formidables, de paysages magnifiques, et c'est aussi cette image que l'on projette grâce au relais de la flamme. Donc c'est une séquence qu'il faut chérir, qu'il ne faut surtout pas négliger, parce que c'est un vrai bel événement, et parce que la richesse aujourd'hui, enfin le succès remporté par le relais de la flamme, et bien aussi, il est lié au travail qui a été mené par les équipes, notamment celle de Paris 2024, depuis des mois, depuis des années. Tous ces territoires Terre de Jeux 2024 qui ont été associés au projet depuis le début, ces villes, ces départements, ces régions qui ont été impliqués et qu'on a écoutés, à qui on a essayé aussi de donner la parole pour pouvoir saisir les attentes, pour faire en sorte que ces jeux soient aussi des jeux qui ressemblent à toutes et tous et qui soient facteurs de réconciliation, en tout cas qui ne soient pas facteurs de division. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à la salle, une petite question à chacun de vous quatre, une question très simple et très courte. Quel est votre vœu le plus cher pour ces Jeux olympiques et paralympiques? Samuel Ducroquet. Vous m'avez pris au dépourvu, là.
Non, mon vœu le plus cher, c'est, et vous me prendrez peut-être pour un idéaliste, mais s'inscrira vraiment dans cette logique de cette trêve olympique que l'on a, en tant que pays hôte, essayé de pousser, notamment lorsqu'on a fait adopter cette trêve à New York en novembre dernier. Donc ce moment d'apaisement, ce moment de rassemblement, ce moment de célébration dans un monde fragmenté, hein, c'est le terme du moment, d'avoir cette parenthèse aussi longue que possible qui nous permettra de nous retrouver autour de valeurs communes. Merci beaucoup, Susanna. Moi, je souhaite à tous les athlètes de tous les pays de réussir parce que j'ai été à leur place et c'est très stressant. Il y a beaucoup de pression sur nos épaules. Donc j'espère qu'ils feront de leur mieux et ne pas s'inquiéter s'ils ne gagnent pas. Ce n'est pas la fin du monde. Mais également, oui, j'espère que la France va se saisir de cette opportunité. C'est une manière magnifique de montrer quel pays extraordinaire vous êtes. Et c'est un grand avantage pour la France de se montrer comme ça aux yeux du monde. Et j'espère que cet héritage durera et que dans 10 ans, vous pourrez dire que vous avez eu un impact énorme en termes de participation, de cohésion sociale et que l'héritage des Jeux Olympiques continue, perdure. Alexandre ? Il ne faut pas forcément gagner. Je rappelle que Sébastien Coe, qui est anglais comme vous connaissez tous, disait « être second, c'est le premier des derniers ». Donc comme quoi, c'est en effet participer. Il avait été assez loin de l'image de Coubertin. Je pense que tout ce qui a été fait, tu parlais Samuel de Terre de Jeux, et tout ce qui a pu être monté, le parcours de la flamme n'a jamais été monté comme ça. Ça nous paraît peut-être évident aujourd'hui. Jamais ça a été monté de cette manière-là. Évidemment, c'est des années de réflexion pour arriver à ça, mais tout ce qui a été fait, je vous assure, c'est quand même assez incroyable, la chance que nous avons d'avoir, à travers une équipe, hein, et Samuel, tu le précises, et ça, demain, ça va être passé. Donc ce qu'on espère tous, c'est évidemment les 4 semaines d'événements paralympiques et olympiques, mais c'est plus que ça, c'est que ça, demain, cette innovation, pas technologique à chaque fois, Didier, mais puisse être portée et continuer ailleurs. Donc c'est que ça continue dans d'autres pays, dans d'autres villes. Merci Arnaud. On sait que les résultats aux grands événements sportifs d'une nation ont un impact direct sur sa fécondité, donc c'est qu'on ait les meilleurs résultats sportifs. Non, peut-être plus sérieusement, c'est que voilà, ça met en avant le sport en France et que grâce à ça, le sport soit un des 5 dossiers prioritaires sur le bureau de notre président et de notre futur gouvernement, parce que je pense que ça a un impact sur beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre 2 questions de la salle. Alors, les deux ici. Je vais les prendre à la suite. Je vous demande de poser des questions assez courtes de manière à ce que nos interlocuteurs puissent y répondre. Bonjour, je m'appelle Amandine, je dirige une entreprise qui s'appelle Marseille. Vous avez évoqué le sport comme un lien social et aussi comme un facteur d'ambition scolaire. Est-ce que ce n'est pas aussi un outil pour le développement économique des entreprises ? Merci. La deuxième question. Bonjour, moi j'ai eu la chance et la malchance. J'ai eu la malchance d'être dans l'histoire de Paris 2012, mais ça est vrai que ça a construit aussi tout le récit pour Paris 2024, dont j'étais la DIRCOM en phase de candidature. Donc on a beaucoup travaillé sur ce problème de reconnaissance du sport. Vous l'avez dit, on accueille les Jeux dans 3 semaines. On attend 4 milliards de téléspectateurs. On a 120 ou 100 chefs d'État qui arrivent. On a 206 pays plus qu'à l'ONU. On sait qu'on a aussi, et moi ça je ne souscris pas à dire qu'on fait mal le sport à l'école. Oui, on le fait mal. Alors en école primaire, c'est quand même la 3e matière. On le fait mal au collège, mais on a 180 000 associations sportives et on a des très belles participations sportives. Notamment, on présente en France des athlètes dans toutes les disciplines olympiques, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Donc pourquoi, chers amis, alors que tous ces chiffres donnent le tournis, qu'on est à 3 semaines de notre rendez-vous avec l'histoire, la salle n'est pas pleine à craquer? Alors, qui souhaite répondre? On va commencer par cette question et on reviendra sur la question des entreprises. Qui souhaite répondre? Moi, je veux bien dire un mot avec mon angle international, encore une fois. J'étais dans un des déplacements récents à l'étranger et quelqu'un m'a posé la même question. Enfin non, la question s'était posée.
Et l'interlocuteur du pays que je ne citerai pas m'a dit mais si vous voulez défendre la France, faites parler les étrangers. Et ça m'a profondément marqué parce qu'il a exactement soulevé cet ensemble de points. Vous êtes champion olympique en titre en volleyball, vous êtes champion olympique en handball, vous êtes vice-champion olympique en basketball, vous avez etc., etc. Donc pourquoi vous bénéficiez de l'INSEP et de son réseau, vous faites des envieux partout, pourquoi êtes-vous si critique? Donc je suis tout à fait d'accord et en tout cas je m'attache à l'international, à essayer de promouvoir et de valoriser ce que l'on fait, ce que l'on peut faire mieux, évidemment, ce que l'on peut toujours améliorer, et c'est cette logique de réciprocité que l'on va essayer de développer dans cette dynamique de diplomatie sportive. Merci. Peut-être sur la salle pleine à craquer, je me pose aussi la question. Sur la question des entreprises. On a 5 salles en parallèle, je crois. Juste sur la salle, Sophie, évidemment, tu as raison, mais c'est l'humain qui est comme ça. Je pense que déjà, moi, j'ai grandi en regardant toujours le verre à moitié plein. Ce qui est bien déjà, c'est qu'aux rencontres économiques, il y ait le sujet des JO. Et ça, pour moi, c'est déjà incroyable. Il y a 200 personnes. Merci à toutes et à tous d'être là. Ça aurait été peut-être mieux que ce soit 500. Eh bien, nous, on est très heureux que vous soyez là. Et que tu as raison, Sophie, si peut-être qu'on disait qu'on va vous donner des astuces pour avoir encore plus de profit, que ça soit encore, peut-être qu'il y aurait peut-être 600 personnes. L'humain est impur et pas parfait, et moi, ça me va. C'est bien d'avoir au moins les gens qui sont ici, on sait qu'ils vont partir et qu'ils vont communiquer sur ce sujet. Donc, tu as évidemment raison. Sur l'entreprise, essentielle. Une des thématiques, quand j'ai rejoint il y a 8 ans de ça, on avait un groupe qui s'appelait Sport et Société. On avait des thématiques qui étaient sport et handicap, sport et genre. On avait reconversion des athlètes, on avait sport à l'école et on avait sport et entreprise. Parce qu'on savait évidemment que ce monde était un monde où ça devait forcément avoir un impact, pas uniquement public, mais privé également. Il y a eu beaucoup de choses qui ont pu être faites grâce justement aux Jeux Olympiques avec un certain nombre d'entreprises, donc essentiel. Bon, mais j'ai les chiffres, il y a 812 000 personnes en ligne. Il y a quelqu'un qui veut poser une question. Jean-Hervé Lorenzi. Prends le micro. Je voudrais d'abord dire, en termes de l'équipe, en organisation de cet événement, que c'est formidable qu'on ait parlé de sport, mais c'est vrai que Patrice Geoffron court une centaine de kilomètres tous les jours, donc ça nous rendait les choses plus faciles. Mais surtout, chers amis, il faut que vous sachiez que l'année dernière, il y avait 3 000 à 4 000 personnes, mais 1 million de personnes se sont connectées. Tu viens de donner un chiffre, mais c'est par dizaines de milliers de personnes ou centaines de milliers de personnes. Et je suis convaincu que des 5 sessions parallèles qui ont lieu pour le moment, beaucoup correspondent à notre job habituel avec Patrice, la hausse des taux d'intérêt, enfin des trucs qui rasent tout le monde. La réalité, c'est que le sport et votre session est sûrement de très loin la plus écoutée, pour laquelle il y a la plus forte interconnexion. Merci beaucoup, Patrice. Un petit mot. Pour vous remercier, tu as demandé à tout le monde de faire un rêve. Je peux peut-être faire un rêve aussi en conclusion. Finalement, Susanna nous a expliqué qu'à l'intérieur du village, eh bien, c'est un endroit propice pour que finalement toutes les nations du monde qui ont accepté ou qui ont été invitées au JO puissent se mélanger. Ça se fera aussi dans les rues. Si vous vous souvenez, c'est un peu lointain de la manière dont s'est passée la Coupe du monde de football en 98. Si vous vous souvenez également, c'est plus récent, du championnat du monde de rugby, ça a quand même été un moment assez fascinant. Et puis par ailleurs, et tu l'as évoqué, le parcours de la flamme, ça a été l'équivalent du Tour de France. Il y a eu autant de monde, etc. Ça a donné eh bien, exactement la même image de la France, puisque c'est passé grosso modo à peu près par les mêmes endroits. Et donc, c'est une manière de faire un rêve éveillé. Voilà, merci beaucoup à nouveau. Merci beaucoup à tous. Y compris aux personnes qui sont en ligne. Juste avant de vous libérer, un message personnel. Alexandre Mars va dédicacer son livre Pause. C'est de 17h30 à 18h30 à la librairie Fnac du Parc.